Alors, donc on commence, enfin on poursuit plutôt les arguments pour justifier la mise en place d'une politique de la concurrence, donc avec tout de suite un deuxième argument, qui est que les structures de marché monopolistiques sont nuisibles au bien-être des consommateurs. Le premier argument qu'on a vu précédemment, c'était que en concurrence, quand il y a de la concurrence, c'est bon pour les consommateurs parce que ça tire les prix vers le bas. Donc, encore faut-il qu'il y ait de la concurrence. Et donc, sachant que la concurrence, c'est pas quelque chose de naturel pour les entreprises, qui elles cherchent à maximiser leurs profits, il faut impérativement que l'État mette en place les conditions d'une concurrence qui permettent de baisser les prix. On verra ça plus tard sur comment est-ce qu'on met en place institutionnellement ces conditions pour qu'il y ait de la concurrence. Mais déjà, rien que théoriquement, trouver des explications, des justifications aux politiques de concurrence. Donc là, c'est l'argument contraire, ou le deuxième argument qui va au bout de la logique, c'est que quand il n'y a pas de concurrence du tout, que donc on est sur un marché en monopole, hein, un marché monopolistique, eh bien le bien-être des consommateurs est réduit. Donc on y va. Donc une autre raison qui justifie la mise en place d'une politique de concurrence provient des effets négatifs pour les consommateurs des structures de marché monopolistiques. En effet, dans une situation de monopole, l'unique offreur a la possibilité de décider de la quantité qu'il va produire, mais également du prix auquel il va vendre sa production. Donc ça vous rappelle ce qu'on a fait au chapitre précédent sur le monopole simple et aussi le monopole discriminant. Hein, c'est l'idée que le monopoleur, comme il est tout seul sur son marché à vendre un bien d'ailleurs dont on suppose que les consommateurs ont forcément envie, d'accord? On pourrait très bien considérer une situation où le prix étant inaccessible ou jugé trop élevé par les consommateurs, ces derniers se détournent du produit. Mais bon, là, on suppose quand même que c'est un produit qui est demandé, ce qui fait que les consommateurs sont prêts à payer plus. Donc le monopoleur est en mesure de fixer lui-même son prix, ce qui est impossible pour les entreprises en concurrence pure et parfaite, hein. Elles sont price takers, les entreprises. Mais là, quand vous êtes en monopole, le monopoleur fixe lui-même son prix, on dit qu'il est price maker, faiseur de prix. Pourquoi est-ce qu'il est capable de choisir son prix? Car les demandeurs, ce que je dis ici, hein, car les demandeurs n'ont pas la possibilité de se procurer le bien que propose le monopoleur, hein. Ils n'ont pas la possibilité de se procurer ce bien chez un concurrent qui serait éventuellement moins cher. L'idée, c'est que quand il y a plusieurs concurrents qui offrent le même bien, chacun essaye d'avoir le plus de clients possible. Et donc, un moyen simple d'augmenter ses parts de marché, c'est de baisser son prix, puisque ça attire les consommateurs de baisser le prix. Mais là, comme il n'y a qu'un seul offreur, il n'y a aucun danger d'une certaine façon pour le monopoleur que les clients s'en aillent, puisqu'il n'y a pas d'alternative pour eux. Il n'y a pas d'offreur, il n'y a pas un autre offreur concurrent qui serait tenté de baisser son prix pour attirer à lui les clients. Donc il est tranquille, il peut se permettre de pratiquer le prix qu'il veut quasiment. Alors, dans une certaine mesure, mais il a une large marge de manœuvre pour choisir son prix. Donc le monopoleur peut donc profiter de sa situation, c'est-à-dire qu'il est seul hein, sur son marché, pour faire payer un prix plus élevé au consommateur, tout en offrant une quantité qui lui permet de maximiser son profit. Donc, alors on va voir ça graphiquement dans un instant. Euh, donc vous avez bien compris que le monopole, lui, il a deux paramètres sur lesquels il peut agir. Il y a le prix qu'il peut choisir, il y a la quantité qu'il peut choisir aussi. Alors qu'une entreprise, dans un marché de concurrence pure et parfaite, elle n'a qu'un seul paramètre sur lequel elle peut agir, c'est la quantité, puisque le prix est une donnée qui échappe à sa volonté, qui s'impose à elle par les forces du marché. Ok? Donc entreprise en concurrence pure et parfaite, un seul paramètre, la quantité produite, et on cherchera la quantité optimale. Quand on est en monopole, là il y a deux paramètres qui sont le prix et la quantité. Et c'est ces deux paramètres-là qu'il faut choisir avec soin pour le monopoleur, hein, pour être sûr de gagner le plus d'argent possible. Alors voyons voir comment ça se présente graphiquement. Donc ça va faire des rappels hein, sur ce qu'on a vu sur le monopole, mais c'est toujours ça de prix, faire des rappels. Donc vous avez un marché, alors en tout cas un repère de base
marché, prix-quantité, une courbe de demande qui cette fois-ci a une petite particularité, on l'appelle demande inverse. Parfois dans certains graphiques, vous avez, on dit demande tout court, mais en vérité c'est demande inverse parce que on inverse le sens de la causalité. Dans un marché de concurrence pure et parfaite, c'est le prix qui détermine la quantité. On va du prix vers la quantité. Là, dans un cas de monopole, c'est la quantité qui va déterminer le prix maximum auquel on peut vendre pour être sûr de tout vendre. Donc c'est demande inverse. Ça veut juste dire que on inverse le sens de la causalité. On ne part pas du prix vers la quantité, mais on part de la quantité fixée par le monopoleur pour déterminer le prix maximum qu'on peut pratiquer. Bon, ça ne change rien au fait que l'allure de la courbe, c'est exactement la même courbe de demande. Elle s'interprète de la même façon. C'est l'ensemble des points prix-quantité voilà, qui forment cette succession de points qui forment une droite. Bon. Ensuite, nous avons cette courbe-là qui en fait est la courbe d'offre. C'est l'offre du monopole qui représente aussi le coût marginal. Rappelez-vous, vous avez dû voir ça, hein, le coût marginal, il a cette tête-là. Hein. Il descend très rapidement et il remonte après très rapidement en raison d'histoires de coûts fixes qui sont rentabilisés au début. Bon, je vous passe les détails. Mais en tout cas, la partie croissante du coût marginal, c'est la courbe d'offre. Dans un marché offre-demande, hein, vous savez, le classique, eh bien, cette courbe d'offre, en fait, c'est la partie croissante de la courbe de coût marginal. On continue avec ceci, qui est la courbe de la recette marginale. Alors, ça, je vais être obligé de vous faire admettre des choses sans pouvoir vous les expliquer, parce que ce serait très long et inutile. Euh, dans un marché de concurrence pure et parfaite, la recette marginale d'une entreprise, c'est le prix de vente, et ça fait un axe horizontal. Voilà. Peu importe que vous vendiez une unité, une 12e unité ou une 20e unité, et ainsi de suite, la recette marginale est la même quand vous êtes en concurrence pure et parfaite, elle est égale au prix auquel vous vendez votre unité. Pour le monopole, c'est un peu différent. Euh, En fonction de la quantité que vous avez déjà produite, le fait de produire une unité supplémentaire va vous permettre de pratiquer un prix différent. Et donc, cette rentrée d'argent supplémentaire n'est pas forcément égale à la rentrée d'argent précédente. C'est-à-dire la recette marginale n'est pas forcément égale à la recette du produit que vous avez vendu juste avant. Bon, en fait, cette recette marginale, elle a cette allure-là, c'est-à-dire elle part du même point que la courbe de demande inverse et elle est décroissante, comme ça fait une espèce de V à l'envers, comme ça. Bon, pourquoi est-ce qu'elle a cette allure-là? Parce qu'en fait, il y a des histoires de mathématiques derrière. Il y a une fonction de profit mathématique un petit peu compliquée, dont il faut faire une dérivée pour être sûr de trouver un maximum. Enfin bon, des trucs un peu compliqués que je ne vous demande pas de savoir. Mais c'est pour ça qu'elle a cette tête-là, la recette marginale. Mais en tout cas, tout ce que vous avez besoin de retenir, vous, c'est que sur cette recette-là, en fonction de la quantité qu'on va lire sur l'axe des abscisses, on peut déterminer combien nous rapporte la dernière unité vendue sur l'axe des ordonnées. Donc, je répète, sur la recette marginale, cette courbe de recette marginale, comment est-ce qu'on l'interprète? On l'interprète comme, sur un point précis, c'est pour euh, une quantité produite, combien m'a rapporté la dernière unité vendue. Voilà. Donc ça, c'est bon pour la recette marginale. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Donc on va déterminer la quantité optimale. Donc la quantité optimale, le monopoleur commence toujours par déterminer sa quantité optimale. La quantité optimale, on va le redire tout à l'heure, c'est la quantité pour laquelle le coût marginal de production, c'est-à-dire le coût de la dernière unité produite, est égal à la recette marginale, c'est-à-dire à ce que ça rapporte. Le but étant de faire en sorte de ne pas produire une unité qui nous coûterait plus que ce qu'elle nous rapporte. Donc ça veut dire qu'il faut qu'il y ait égalité entre coût marginal, c'est le coût de la dernière unité produite, et recette marginale, ce que nous rapporte la dernière unité que l'on a vendue. Donc, graphiquement, ça s'observe très simplement, c'est tout simplement le point d'intersection entre la courbe de coût marginal et la courbe de recette marginale. Ce point d'intersection nous permet de déterminer une quantité. Alors là, je n'ai pas de valeur à vous donner, mais voilà, vous sachez que c'est la quantité optimale du monopole qui est ici. Sur un marché de concurrence pure et parfaite, on se serait dit, bon bah voilà, c'est bon, on a la quantité optimale, on n'a plus qu'à lire le prix de vente. Mais non, ça c'est en concurrence pure et parfaite. Sur le marché sur le monopole, il va se passer quelque chose en plus, c'est que le monopoleur a en tête cette courbe de demande inverse. Il sait pour n'importe quelle quantité qu'il va produire,
le prix maximum qu'il peut proposer aux offreurs, aux demandeurs plutôt, aux clients, pour être sûr de tout vendre et tout vendre le plus cher possible. Donc, il ne s'agit pas de qu'il lui reste de la marchandise qu'il n'aura pas vendue, c'est quel est le prix maximum auquel il peut vendre chaque unité, tout en étant certain de tout écouler, de tout vendre ce qu'il a produit. Eh bien, on va lire ça ici, sur la courbe de demande inverse. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on part de la quantité, et donc on va se demander quel est le prix maximum que je peux vendre chaque unité pour être sûr de tout vendre. Et bah, hop, on longe, on remonte comme ça, jusqu'à toucher la courbe de demande inverse. Et ensuite, on va lire sur l'axe des ordonnées, hop, quel est ce prix que l'on va pratiquer. Et donc, ça sera le prix de monopole. Et là, ça y est, c'est bon. On a l'équilibre de monopole. On a un monopoleur qui égalise coût marginal et recette marginale pour maximiser son profit. Et en plus, il va pouvoir pratiquer un prix plus élevé, c'est-à-dire le prix max qu'il peut pratiquer pour tout vendre. Et voilà. Donc on a atteint la situation optimale pour le monopole, qui n'est pas optimale pour les consommateurs, hein. C'est ça, on va y venir. Alors maintenant, on va voir la question des surplus, c'est-à-dire le but de l'argumentation là, c'est de montrer que les consommateurs sont perdants. Donc pour montrer que les consommateurs perdent en bien-être, il faut montrer qu'ils perdent en surplus. Alors ça va vous faire des rappels. Alors, le surplus du consommateur, qui est là, c'est tout simplement l'écart entre le prix, donc ici c'est comme une courbe de demande normale si vous voulez, hein, on va l'analyser pareil, c'est l'écart entre le prix auquel était prêt à acheter le consommateur et le prix auquel il va véritablement avoir affaire. D'accord? Par exemple, je sais pas moi, pour deux, admettons que ce soit des baguettes de pain. Bon, c'est peut-être pas très réaliste, mais qu'importe, ça marchera quand même. Deux baguettes de pain. Eh bien ici, on a des consommateurs qui étaient prêts à payer très cher chacune des deux baguettes de pain parce qu'ils ont très envie de pain. Et, euh, et finalement, ils ont affaire à un prix plus faible que ce à quoi ils s'attendaient. Vous voyez bien? Ici, là, le prix est plus élevé, là, ils étaient prêts à payer cher. Finalement, arrivés à la boulangerie, bah, ils se rendent compte que le prix, c'était ça, en fait. Donc, ils sont très contents, ils ont fait un gain, hein. Ils ont réalisé un gain. Ils étaient prêts à payer plus, finalement, ils paieront moins. Donc, quelque part, c'est une sorte de satisfaction d'avoir fait des économies. On appelle ça le surplus. Donc, plus vous êtes proche de là, plus l'écart est grand. Mais plus vous descendez, plus vous avez affaire à des consommateurs qui étaient prêts à payer plus, mais de moins en moins. De moins en moins plus, hein, c'est pas très français. Mais voilà, ici par exemple, les consommateurs pour deux baguettes, alors là c'est plus deux baguettes de pain, ça va être, je sais pas moi, 8. Pour 8 baguettes de pain, ils étaient prêts à payer ce prix-là par baguette, finalement, ils paieront que ce prix-là. Donc ils font quand même un gain en matière de bien-être, parce qu'il y a un écart, mais il est moins grand que si ils avaient voulu que deux baguettes et qu'ils avaient payé plus cher, beaucoup plus cher, s'ils étaient prêts à payer beaucoup plus cher chacune des deux baguettes. Bon, tout ça pour vous dire qu'il y a une infinité de situations ici, ça fait plein de petits traits, de consommateurs qui étaient prêts à acheter une baguette, deux baguettes, trois baguettes, quatre baguettes, jusqu'à je ne sais combien de baguettes. Et en plus, dans l'idée, chez les néoclassiques, parce que ça c'est théorie néoclassique, on n'est pas en valeur discrète, c'est-à-dire un, 2, 3. On est sur des valeurs continues, ce qui n'existe pas dans la réalité. Mais bon, c'est comme ça qu'ils font. Par exemple, une baguette virgule 0,1, une baguette virgule 0,2, voire pourquoi pas une baguette virgule 0,01. Et en gros, voilà, ça fait qu'au lieu d'avoir une succession de traits, qui sont des écarts, vous vous retrouvez carrément avec une surface. Voilà, il y a une infinité de traits qui se suivent comme ça, et ça vous fait une surface, et ça vous représente le surplus, c'est-à-dire le bien-être de l'ensemble des consommateurs dans cette situation-là qui est celle du monopole. Bon, ça va? Donc, ensuite, on peut aussi évaluer le surplus du monopoleur. Donc, le surplus du monopole, lui, c'est l'écart entre le prix, entre ses coûts de production et, le prix auquel il va vendre. Donc, vous voyez bien, il vend ce prix-là, mais finalement, ses coûts de production sont plus faibles. Donc, lui, voilà, pour toutes les unités vendues, l'écart est identique. Et donc, ça représente tout son profit. Bon, je m'étends pas plus. Et ça, c'est ce qu'on appelle la perte sèche. C'est-à-dire, c'est une partie du bien-être qui a été perdue pour les deux agents, les deux groupes d'agents que sont consommateurs et producteurs, à cause de cette situation qui n'est pas optimale. Alors pour pouvoir comprendre cette perte sèche, qui est une perte de richesse, une perte de bien-être, pour la comprendre, il faut comparer à une situation de concurrence pure et parfaite. Donc, alors, vous mettrez pause pour bien assimiler ces différents éléments.
Mais regardez ce qui se passe si on était en concurrence parfaite. On serait comme ça. Alors, j'ai rajouté deux éléments. Vous avez d'une part, ou en tout cas j'ai enlevé deux éléments, il n'y a plus de perte sèche ici parce que le prix qui s'impose, c'est le prix de marché, c'est-à-dire le croisement de l'offre et de la demande, point d'équilibre habituel. Et là, vous constatez que le triangle qui représente le surplus du consommateur, il est plus grand qu'avant. Avant, il était là au niveau des pointillés. Il était plus petit. Regarde, je vous le refais voir. Hop, hop. Vous voyez bien que le triangle, il a augmenté. Ça veut dire que ça, s'il y avait de la concurrence, le bien-être du consommateur serait plus grand. Parce que le prix auquel il a affaire serait plus faible. Hop. Et bien que là, le prix baisse. Euh, de son côté, le producteur, lui, il a ce surplus-là. Et là, c'est pas un seul producteur, c'est là qu'il faut être vigilant. On dit surplus du producteur parce que c'est la figure du producteur dans la théorie, mais c'est tous les producteurs dans leur ensemble. Si on fait la somme de leur profit, ça représente cette surface-là. Alors que si c'était le monopole, il est tout seul, lui. Donc c'est le surplus du monopole, lui qui est tout seul. Et là, c'est le surplus des producteurs dans leur ensemble. Pourquoi est-ce que je ne descends pas plus bas ici pour les plus curieux d'entre vous? C'est parce que j'ai fait apparaître la courbe de coût moyen, pointillé. Et en gros, l'idée, c'est que le producteur, il ne va pas proposer à la vente des biens à un prix inférieur à son coût moyen. Parce que ça voudrait dire que pour n'importe quelle unité vendue, bah, ça coûte plus cher à produire que ce que ça lui rapporte. Donc la courbe d'offre, c'est la courbe croissante hein, du coût marginal, mais qui est supérieure au coût moyen. Voilà. Donc c'est pour ça que je ne descends pas plus bas. Bon, en tout cas, voilà, vous avez compris hein, graphiquement, et après, je vais vous donner quelque chose de rédigé, mais l'idée c'est ça, c'est en concurrence, le bien-être du consommateur est plus grand parce que les prix sont plus faibles, alors que, et en plus, la richesse produite est maximum. Vous voyez ce triangle qui d'habitude est une perte sèche, et bien là, c'est pas du tout perdu pour personne, hein. Il y a le petit triangle qui est là qui va pour les consommateurs, et le petit triangle qui est là qui va aux producteurs. Alors qu'en monopole, eh bien ça c'est perdu pour les deux agents. Le monopoleur, lui, il gagne quand même plus de bien-être, hein, puisqu'il en pique aux consommateurs. Mais quand même, il y a une perte globale de profit, enfin de richesse pour l'ensemble de la société. Voilà. Donc, je vous propose de terminer avec voilà, la suite du raisonnement. Cette quantité optimale pour le monopoleur est celle, alors là je vais me répéter, hein, est celle telle que le coût marginal, c'est-à-dire le coût de production de la dernière unité produite, est égal à la recette marginale. Après avoir déterminé cette quantité optimale, le monopoleur regarde quel est le prix maximum auquel il peut vendre chaque unité produite, tout en étant sûr d'écouler toute sa production. Il utilise pour ce faire la courbe de demande inverse, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Cette stratégie du monopoleur est efficace pour lui permettre de maximiser son profit. Mais elle se fait au détriment du bien-être du consommateur qui se voit contraint de payer un prix plus élevé que si le marché était concurrentiel. Ça va, j'espère que vous avez compris. En monopole, c'est mauvais pour les consommateurs, pour leur bien-être. Donc, il faut une politique de la concurrence pour éviter les situations de monopole. Alors là, un exemple, histoire de respecter la méthode AEI, mais c'est un exemple complètement pas du tout réaliste, hein, parce qu'en vérité, c'est très compliqué, quand on est en la théorie pure, de trouver des exemples qui collent. Donc je vous donne ça, ça marche quand même. Alors, imaginons une entreprise qui est la seule à pouvoir vendre un vaccin. Alors, aucun rapport avec la situation actuelle, hein, encore que. Euh, Comme les clients ont besoin de ce vaccin, ils vont être contraints d'accepter un prix de vente plus élevé. Ils ne peuvent pas se détourner de ce produit puisque un vaccin, c'est très important. On ne peut pas faire sans, surtout quand on est malade. Donc, euh, donc ils vont accepter un prix plus élevé et cette entreprise est en mesure de vendre son vaccin plus cher car les demandeurs ne peuvent pas se le procurer à un prix plus faible chez un concurrent désireux d'accroître ses parts de marché. Voilà, ce que je vous disais tout à l'heure. Quand vous êtes le seul offreur, vous êtes tranquille. Si les consommateurs ont besoin de ce que vous vendez, ils seront prêts à payer plus cher. Alors, ils ne pourront pas payer infiniment plus cher, mais ils pourront payer quand même plus cher. Et, euh, et donc, quand il y a de la concurrence, eh bien, le meilleur moyen d'attraper des clients, c'est de leur proposer des prix plus faibles. Voilà. Voilà, cette vidéo est terminée, on reprendra ultérieurement. Bon courage à vous.